PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire, 111 avenue Collin Montmagny. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Maître Dubé, aujourd'hui, on parle encore parce qu'on n'a pas tout dit. Non. Sur le testament, vous vous souvenez, la dernière chronique, on parlait des sortes de testaments. Mais là, vous n'avez pas de testament. Et qu'arrivera-t-il si vous mourrez sans testament? Bien, la première chose, qu'est-ce qui arrive si je décède pas de testament? C'est la grande... La question. Qui se pose aussi plusieurs rumeurs. Le gouvernement va tout ramasser. Qu'est-ce qui se passe? La curatelle et tout le tralala. Non. Au Québec, nous avons ce qu'on appelle le Code civil du Québec qui vient régler les dévolutions légales, ce qu'on appelle mourir sans testament, à qui iront vos biens. Avant qu'on se retrouve que les biens soient dévolus au gouvernement, on a une famille, donc peu importe la situation de notre famille, dans le Code civil, c'est régi de quelle façon nos biens sont laissés si on n'a pas laissé d'indication écrite à notre décès. Donc, est-ce que tous les membres de ma famille peuvent hériter? Ça dépend. Donc, ça dépend de quoi, de qui, de comment est composée votre famille. Donc, si on prend... Puis savoir si tout le monde s'accorde aussi. On s'accorde ou pas, ça, c'est le code qui va dire c'est qui. On verra s'il s'accorde après. Mais je prends l'exemple, je vais vous donner quelques exemples. Je sais que M. Sanson avait déjà fait une chronique là-dessus. On va revenir sur les mêmes points. Donc, c'est important au départ de savoir si vous êtes marié ou pas. Donc, si on prend deux conjoints de fait sans enfants, donc le conjoint n'hérite pas l'un de l'autre. Les conjoints n'héritent pas l'un de l'autre. Donc, sans enfants, là, on remonte à la famille de chacun. La famille, c'est quoi? C'est les parents en premier, ensuite les frères et sœurs. Je dis toujours, quand j'explique dans mon bureau, qu'on appelle ça la ligne descendante. On regarde par en bas en premier, puis après ça, on fait une fontaine. On regarde par en haut. Donc, les enfants, petits-enfants. S'il n'y en a pas, on remonte parents, frères et sœurs, neveux et nièces. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, vous voyez qu'avant de se retrouver au gouvernement, il faut qu'on n'ait plus de neveux et nièces, ni de petits-neveux, petites-nièces et tout ça. Ensuite, si on prend le couple marié, donc le couple marié... Mais juste arrête. Oui. Quand vous parlez de mariage, là, qu'il soit catholique, civil, ça n'a rien à voir. Ah, peu importe, marié. C'est le mariage. Mariage. OK. C'est le mariage qui est important. OK. Donc, si notre couple est marié, donc le conjoint reçoit 1/3 de la succession, ne le reçoit pas au complet. Le 2/3 s'en va aux enfants s'il y a des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, le conjoint augmente à 2/3 et les parents 1/3. Donc, ça peut être très mélangeant. Donc, il faut regarder vraiment le portrait de famille. Aussitôt qu'il y a des enfants, on y va, on regarde par en bas en premier. Donc, il y a des enfants. S'il y a des petits-enfants, on peut y aller par représentation. Exemple, ma fille a eu un fils et elle décède avant moi. Je décède par la suite. C'est mon petit-fils qui va hériter. À ce moment-là, ça ne remonte pas à mes parents. C'est mon petit-fils qui reçoit. Pour remonter à mes parents, il faudrait que ma fille et mon petit-fils soient décédés en même temps que moi ou avant moi. Là, on remonte à mes parents. Si mes parents sont décédés, on va à mes frères et sœurs. Si mes frères et sœurs sont décédés, on va à mes neveux et nièces. Okay. Donc, vous voyez qu'on ne reviendra jamais assez sur le fait que c'est super important de faire notre testament si on veut éviter c'est là qu'on comprend, cette application-là. La dernière fois, vous nous avez expliqué les sortes, mais là, quand on comprend tout le brouhaha que ça peut faire, puis là, il faut les retrouver, ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à côté de chez nous, là? Il faut les retrouver. Il faut bien analyser la situation de la famille pour savoir qui va hériter. Et il faut aussi, ce qu'on appelle, produire le document qui est une déclaration d'hérédité, qui revient à mettre sur papier, attester devant notaire, qui sont nos héritiers selon le Code civil du Québec. Donc, et qui vient signer cette déclaration d'hérédité-là? Bien, souvent, il faut retracer justement les héritiers qui vont venir signer. Il faut nommer un liquidateur parce que si je décède sans testament, le Code civil aussi indique que les héritiers sont automatiquement liquidateurs. Donc, si vous prenez que c'est mes 4 frères et sœurs qui héritent, est-ce que les 4 vont demeurer liquidateurs ensemble et vont signer toute la documentation un peu partout? Ou est-ce que, de concert, ils vont choisir quelqu'un pour liquider la succession?
Donc, c'est dans le document de déclaration d'hérédité, nomination de liquidateur, que l'on va faire ça. Fait que ça aussi, souvent, même si le Code civil vient régler notre cas de succession, c'est plus facile pour ceux qui restent qu'il y ait un document testamentaire décrit, parce qu'on va avoir choisi les personnes qui vont signer la documentation et avoir choisi nos héritiers. On n'aura pas laissé le Code civil choisir à notre place. Je suis séparé de mon conjoint. Héritera-t-il si je n'ai pas fait de testament? Donc, pas nécessairement. On l'a vu tout à l'heure, ça dépend si on est marié ou pas. Si nous ne sommes pas mariés, on oublie ça, le conjoint de fait sans testament n'hérite pas. Là, je mets un bémol parce qu'il y a la Régie des rentes où est-ce que le conjoint de fait est reconnu, donc va pouvoir retirer les rentes, et certains fonds de pension également où est-ce que le conjoint de fait est reconnu. Mais moi, je parle vraiment au niveau civil, au niveau du testament, les dévolutions testamentaires, pas testamentaire, mais légale, le conjoint de fait n'existe pas. Mais s'il y a un testament que les gens ne sont pas mariés? C'est un testament, puis on a nommé notre conjoint de fait, là, c'est correct. OK. Il est notre important de là, comprendre la nuance. S'il n'y a pas de testament, c'est bien important de comprendre. J'ai des enfants de 2 unions différentes. Qui seront mes héritiers et dans quelle proportion? Donc, c'est là qu'on voit comment c'est compliqué. Hein? Oui, ça peut être compliqué. Les enfants d'unions différentes, bien, c'est vos enfants, donc c'est vos descendants en ligne directe. Donc, ce sera eux, vos héritiers, si vous n'êtes pas mariés ou si vous êtes mariés pour 2 tiers et 1 tiers le conjoint. Donc, c'est vraiment... voyons, s'ils viennent... Les 2 sont vos enfants, excusez. Oui, les 2 sont oui. vos enfants, c'est vraiment vos héritiers en ligne directe. Je pose toutes les questions que Maître Dubé m'a préparées parce que c'est tellement complexe. Un enfant adopté héritera-t-il au même titre que mes autres enfants si je n'ai pas fait de testament? Donc, si l'enfant est adopté légalement, oui. Par contre, si on voyait dans le temps, on recueillait des fois l'enfant de ma soeur, de mon frère, élevé avec les nôtres, ça a toujours été comme si c'était le nôtre, mais jamais de papier légal pour l'adoption, bien à ce moment-là, non. À moins qu'on ait fait notre testament et qu'on l'ait nommé spécifiquement qu'il fait partie d'un de nos héritiers. Par contre, si un enfant est adopté légalement, oui, il fait partie de nos descendants. Qu'arrive-t-il des héritiers prévus par la loi qui sont décédés avant moi? Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, si jamais vos enfants sont décédés avant vous et qu'ils ont eu des enfants, on appelle ça la représentation. Donc, vos petits-enfants deviennent vos héritiers à ce moment-là. OK. Sans testament, qui s'occupera de mes enfants? Donc, c'est une des questions aussi qu'on se pose souvent lorsqu'on a des enfants mineurs et s'il arrive un décès. Dans le temps, c'était des grands-parents. Dans le temps. Je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui, mais c'était les parents. Ça a changé? Non, c'est maintenant, on peut nommer un tuteur, donc dans notre testament, pour s'occuper de nos enfants, de la garde de nos enfants et de leurs biens, donc de leur héritage. Ça peut être 2 personnes différentes. Ça peut se faire dans le testament, ça peut se faire aussi par un document qui existe au curateur public. Donc, on peut déposer la nomination de tuteur à ce moment-là. Et s'il n'y en a pas de testament, ils vont où, les enfants? Les enfants, à ce moment-là, c'est une procédure qui est faite avec la famille, la DPJ, pour évaluer qui va recueillir les enfants, voir l'environnement de ceux-ci, puis qui est prêt à les accueillir aussi. Donc, on n'a pas nommé spécifiquement quelqu'un, ça se fait par l'entourage. Mais s'il n'y a pas une belle entente dans la famille, qui a le droit? Est-ce qu'il y a un droit qui appartient, je ne sais pas, aux parents, aux grands-parents? Est-ce qu'il y a un premier droit? Est-ce que ça marche? Non, il n'y a pas de premier droit. Ça va être vraiment évalué selon l'entourage de l'enfant, l'intérêt de l'enfant, puis qu'est-ce qui est le plus naturel. Et là, c'est la DPJ qui embarque dans le... oui, il y a toujours un intervenant de la DPJ qui est nommé à ce moment-là. Sans testament, qui s'occupera de liquider ma succession? Donc, sans testament, comme on a vu tout à l'heure, les héritiers sont automatiquement les liquidateurs. Donc, si j'ai un héritier, un enfant, c'est mon héritier, puis il devient automatiquement liquidateur. Par contre, si j'ai 3 enfants, les 3 sont les liquidateurs, mais ils peuvent, entre eux, choisir qui sera la personne qui va liquider la succession, qui va signer toute la documentation pour le règlement de la succession. Moi, je rajouterais, sans testament, vous avez de gros problèmes devant vous ou vos héritiers. C'est un petit peu plus ardu, le règlement, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long aussi. Vous n'en parlez pas là-dedans, mais s'il y a des dettes, qu'est-ce qui arrive avec la succession? Qui hérite des dettes? Est-ce qu'on entend souvent que on refuse la succession? Parce que là, on dit, le testament dit, bon, vous héritez de tout, mais il y a plus de dettes, il y a plus de passifs que d'actifs. Le tout peut être des dettes.
Donc, ça, pour la renonciation à une succession, je vais faire une chronique distincte pour ça. OK, Il y a juste assez, là-dessus. oui, il y a assez de contenu pour faire une chronique distincte OK. sur la renonciation à une succession. Mais oui, lorsqu'une succession est déficitaire, on peut renoncer, on peut s'en sortir. Mais il faut faire très attention aux étapes que l'on a franchies avant d'arriver chez le notaire pour renoncer. Ça complète notre chronique d'aujourd'hui. C'est intéressant et ça démontre l'importance. Et on a parlé des coûts, on parle d'à peu près 350 $, mais ça dépend de ce que vous avez. C'est sûr que s'il y a de la recherche puis il y a du travail pendant 3 semaines, c'est une autre histoire. Là. Ouais. Mais sinon, un testament, bien simplement, pas cher, 350 $ pour, non, pour éviter tout. Éviter Parce que tous c'est les effrayant, tracas. regardez, ça, c'est toutes les questions que l'on voit, mais il y en a bien d'autres qui. Vous vivez ça à tous les jours. Oui, exactement. L'important. Merci Oui. beaucoup. C'est très important et surtout très intéressant, cette chronique juridique, parce que ça nous en apprend beaucoup, même à moi. Alors, merci beaucoup, Maître rien. Nathalie Dubé, du bureau PME Notaire à Montmagny, 111 avenue Collin. Prenez le temps de vous informer. C'est tellement important pour éviter de la discorde ou je vais le dire, des chicanes qui pourraient survenir suite au manque de ce document qui est très important. 248 14 14, le bureau PME Notaire à Montmagny. On s'arrête.